Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Les prix du jeu canadien, les Canadian Game Awards, viennent de révéler les deux autres qui animeront la cérémonie du 21 mai prochain. Il s'agit de la comédienne Jennifer Hale et du comédien Mark Neer, qui prêtent leur voix à la version féminine et masculine de Shepard, protagoniste qu'on incarne à travers la trilogie Mass Effect. C'est le prétexte parfait pour aborder cette mythique trilogie de science-fiction canadienne. Ce soir, à la Grande Ludothèque, on revisite ce classique moderne du jeu vidéo et on se rend aux confins de l'espace galactique, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour une autre édition de la Grande Ludothèque, édition à laquelle j'ai ouvert avec un petit clin d'œil là, pour les fans amatrices et amateurs de la cultissime série québécoise de science-fiction Dans une galaxie près de chez vous. Semble-t-il qu'un troisième film sera bientôt sur nos écrans, sachez-le, car Téléfilm Canada aurait annoncé le financement, le subventionnement pour le projet. Alors, on a bien hâte, on est bien excité pour celles et ceux que ça a marqué. Je sais que parmi l'auditoire, il y a certainement des gens qui ont adoré Dans une galaxie près de chez vous. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu connexe, mais somme toute assez différent. On va aller dans notre galaxie, on va rester dans notre galaxie, mais on va sortir de notre système solaire en s'intéressant à la série Mass Effect. Mass Effect, c'est une trilogie de jeux vidéo hautement narratifs qui ont été salués par la critique, vraiment des classiques modernes, peut-être l'une des œuvres canadiennes de science-fiction les plus importantes, si je dessine ça dans le portrait, évidemment, des grandes réalisations en science-fiction qui sont déjà avérées par le Canada. On pense à Margaret Atwood dans la science-fiction qui est davantage du côté des dystopies sociétales. De Handmaid's Tale, évidemment. Mais il y a aussi toute la branche de la science-fiction qu'on retrouve du côté soit du space opéra, ce qu'on appelle le space opéra, c'est essentiellement des princes, des princesses puis des chevaliers dans l'espace, Star Wars en étant un excellent représentatif. Et il y a aussi ces fictions, il y a aussi toute la hard science fiction, donc la science-fiction qui est vraiment basée sur des faits très fouillés, des prétextes narratifs qui sont vraiment appuyés sur de la science, bien faite, là, j'ai envie de dire. Et il y a tout entre les deux cet intermédiaire d'approche plus ou moins étendue, plus ou moins étoffée de la science dans la science-fiction ou de l'aspect très, très fictionnel à travers tout ça. Donc, Mass Effect, c'est une série de jeux qui est vraiment exemplaire à ce niveau-là. On va pouvoir aborder tous les sujets autour de la narration, de la construction d'un monde fictionnel et tout ça. C'est tout un univers qui nous attend et qui va être découvert. Je vous souhaite une bonne émission. Contexte historique. La trilogie de jeux Mass Effect est développée par BioWare. BioWare est une entreprise de jeux vidéo, un développeur de jeux vidéo canadien, fondé à Edmonton. Donc, c'est pas un des épicentres de l'industrie du jeu vidéo au Canada. Il y avait Vancouver dans les années début 90 jusque dans les années 2000. Montréal a pris énormément de place. Il y a eu un exode de plusieurs des studios qui étaient à Vancouver, qui étaient pour la majorité des studios américains qui avaient une filiale à Vancouver, qui se sont déplacés vers le Québec, suite notamment à l'implantation du programme de crédit d'impôt du gouvernement du Québec en 1997. Donc, ce sont vraiment les épicentres, avec évidemment la région de Toronto, ne serait-ce que par sa taille et son activité économique, a eu plusieurs développeurs de jeux vidéo aussi, historiquement, et ça continue encore aujourd'hui. Edmonton, donc, c'est vraiment pas un épicentre du jeu vidéo. BioWare a été fondé en 1995 par 3 médecins qui ont mis ensemble de l'argent qu'ils avaient mis de côté. À l'époque, ça prenait pas mal moins d'investissement à démarrer des projets de jeux vidéo dans cette industrie-là. Les projets étaient plus petits, les budgets étaient moindres. Donc, ils ont mis chacun, semble-t-il, 100 000 $, donc 300 000 $, on fonde un studio. Et ils développent des jeux ou des simulations médicales.
Donc, vraiment pour entraîner les gens, présenter des situations, servir vraiment d'apprentissage et tout ça. Ces simulations-là fonctionnent très bien et ils décident qu'ils seraient capables de rentrer dans le secteur du jeu vidéo. Alors, ils recrutent des employés et ils se mettent à travailler sur des jeux vidéo commerciaux pour le divertissement parce que c'est des gamers puis ils ont envie de s'essayer à faire des jeux puis mettre des trucs cool sur le marché. Alors, ça va assez bien fonctionner avec leur premier jeu qui s'appelle Shattered Steel, qui est développé et sorti en 1996. C'est un jeu où est-ce qu'on conduit des gros robots géants, là, des mechs, comme on dit, ou des mechas, si vous êtes fan d'animé japonais. Donc, c'est un jeu qui sort, ça marche très bien. Ils font un pitch parce qu'ils sont assez fans de Donjons et Dragons. Hein? Les gens qui sont médecins en 1995, ça veut dire qu'ils ont grandi dans les années 70-80. Ils ont vécu de l'intérieur l'arrivée de l'ordinateur, des jeux vidéo et aussi de la culture geek. Donc, tout cet héritage-là de Donjons et Dragons qui va servir de socle à beaucoup des créateurs de jeux vidéo. J'en ai parlé lors du tout premier épisode de la saison 1, cette première saison inaugurale de la Grande Ludothèque. C'était l'épisode sur Diablo, où je revenais un peu sur ce contexte-là de la culture geek. Alors, BioWare va faire un pitch à Interplay, qui est un éditeur de jeux. Donc, eux, en tant que développeurs, ils font des jeux. L'éditeur est responsable de la commercialisation, réception, marketing, etc. Ils font leur pitch à Interplay et ils travaillent sur un jeu qui est une adaptation, enfin, qui n'est pas une adaptation, mais disons qui s'inspire beaucoup de leur passé de rôliste, de jeux de rôle, à jouer à Donjons et Dragons et tout ça. Et Interplay ont la licence pour faire des jeux vidéo qui sont des adaptations officielles de Donjons et Dragons. Alors, ils présentent ça à Interplay. Et Interplay disent « Wow, c'est intéressant, ça marcherait bien ça pour la licence Donjons et Dragons. Écoutez, on va vous financer, vous distribuer, prendre ça en charge. Faites un jeu de Donjons et Dragons avec ça, on aime ce qu'on voit. » Donc, c'était vraiment plus facile de rentrer dans le domaine aussi à l'époque qu'aujourd'hui, je dirais. Alors, ils font un jeu vidéo qui est une adaptation de Donjons et Dragons. Ce jeu-là, qui est fait par BioWare, s'appelle Baldur's Gate. Eh oui, le fameux Baldur's Gate 3 qu'on vient d'avoir il y a quelques années, 20 ans plus tard, 30 ans pratiquement après, c'est le troisième volet dans cette série-là. Donc, ils vont faire le jeu Baldur's Gate qui devient un méga succès quand il sort en 98. Méga succès qui se vend à plus de 2 millions de copies, les mêmes chiffres que Diablo. Donc, c'est vraiment des jeux influents majeurs. Et Baldur's Gate est un si grand succès qu'ils vont aussi développer Baldur's Gate 2, qui va sortir en 2000. Donc, c'est à partir de là que BioWare consolide son expertise qui va devenir sa signature, c'est-à-dire faire des jeux avec des grands univers, des univers touffus, détaillés, des jeux qui sont centrés sur une trame narrative assez importante et dans lesquels on a une équipe de personnages et on peut parler à ces différents équipiers puis développer un peu leur intrigue à eux, en apprendre sur leur personnalité, les aider à résoudre des problèmes de leur passé ou avoir leur confidence, développer des relations personnelles avec eux, avec elles, qui vont aller jusqu'à la romance, plus ou moins achevée dépendamment à quel jeu on joue, mais qui va rapidement se mettre en place dans la formule qu'ils vont perfectionner au fil des années. Après Baldur's Gate 2, ils vont donc sortir Neverwinter Nights, un énorme jeu qui permet notamment aux joueurs et aux joueuses... Alors, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons, dans la ville de Neverwinter Nights, qui est dans le continent, dans le monde fictionnel des Royaumes oubliés. Ce jeu-là vient avec un éditeur de niveau et un éditeur de mission qui permet aux gens de faire des parties en ligne en ayant quelqu'un qui va créer les environnements, programmer les événements, les ennemis et tout ça. Donc, c'est un peu la meilleure option qu'on a pour jouer à une simulation de Donjons et Dragons, vraiment multijoueur interactive à l'époque. Alors, Neverwinter Nights va devenir super important et, enfin, ça joue tout un rôle dans l'industrie du jeu vidéo. Ensuite, le prochain jeu va être tout aussi important. Ils vont faire Star Wars Knights of the Old Republic, qui sort en 2003. Star Wars Knights of the Old Republic, la temporalité est importante, là. On a eu la trilogie originale de la Guerre des Étoiles dans les années 70 et 80. Tout ça est terminé. Et plus de 15 ans après le retour du Jedi, finalement, George Lucas va sortir un nouveau film de Star Wars. Ça va être la prequel trilogy, donc les antépisodes. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, qui va être suivi par la suite de épisode 2, L'attaque des clones, puis épisode 3, La revanche des Sith. Mais à l'époque, quand BioWare travaille sur Star Wars Knights of the Old Republic, c'est vraiment la comparaison que les gens vont faire quand ils vont recevoir le jeu. Ça va être avec Star Wars épisode 1, La menace fantôme.
Et c'est un film qui a déçu énormément d'amateurs, d'amatrices de Star Wars aussi. La facture était différente, les thèmes étaient différents. Bon, il y avait un côté enfantin enfin, peut-être pas super génial, là, je dirais ça comme ça. Donc, quand Star Wars Knights of the Old Republic sort, les gens sont enthousiasmés par ce jeu-là, qui se passe dans une autre époque que les films. Donc, on ne suit pas les Skywalker et tout ça. Ça se passe dans la Vieille République, 4000 ans avant les événements de la trilogie filmique originale. Star Wars Knights of the Old Republic continue un peu dans la même tradition que Baldur's Gate. On incarne un personnage, on est entouré de plusieurs coéquipiers qui se joignent à nous, qui ont chacun leur motivation et tout ça. Et on va se promener à travers la galaxie pour essayer de résoudre une situation problématique, et etc., etc. Alors, c'est leur entrée dans l'univers de la science-fiction, puis en même temps, Knights of the Old Republic prend les règles de jeu, le système de gameplay qu'on a dans Donjons et Dragons. Donc, c'est une adaptation du système de Donjons et Dragons dans le monde de la Guerre des Étoiles. Fait que vous voyez comment ça fait le pont avec ce qui va éventuellement devenir le socle de Mass Effect. Vraiment, on passe de Donjons et Dragons à la science-fiction. Par la suite, ils vont réaliser un jeu original qui s'appelle Jade Empire, qui est un jeu d'arts martiaux kung-fu dans la Chine antique, mais c'est pas la vraie Chine, c'est un monde fictionnel qu'ils ont imaginé, mais c'est vraiment les univers orientaux. J'ai envie de peut-être pas caricaturaux, je dirais plus traditionnels. C'est assez intéressant, en fait, Jade Empire. Un jeu qui détonne quand même peut-être de la ligne directrice très linéaire là, que j'ai tracée jusqu'ici. Et éventuellement, donc ça c'est en 2005, Jade Empire sur la Xbox. Et ensuite, pour la Xbox 360, qui est la nouvelle console de Microsoft à l'époque, en 2007, novembre 2007, va sortir Mass Effect. Donc, ça va être le premier jeu de ce qui s'annonce être déjà une série. C'est déjà annoncé comme étant une série, une trilogie. Et Mass Effect 1 va sortir en novembre 2007. Ce sera suivi assez rapidement de Dragon Age Origins en 2009. Ça, c'est l'autre grande série pour laquelle BioWare est peut-être la plus connue. Dragon Age Origins, c'est un jeu dans un univers médiéval fantastique très semblable à ce qu'on retrouve chez Donjons et Dragons et tout ça, mais c'est leur univers à eux qu'ils ont créé pour l'occasion. Donc, c'est vraiment des constructeurs de monde et des constructeurs d'univers, puis le mot univers est bien choisi quand on parle de Mass Effect, et ça va s'illustrer dans tous leurs projets, mais on le voit très bien avec Mass Effect Dragon Age, ce sont vraiment les deux grandes séries modernes de BioWare aujourd'hui. Donc, Mass Effect 1 2007, Mass Effect 2 2010, Mass Effect 3, il y a d'autres jeux entre-temps, là. Je vous épargne un peu toute la chronologie, là, parce que là, ça devient un studio assez important, avec des centaines d'employés, délocalisés dans plusieurs emplacements. Donc, à partir de Edmonton, ils ont ouvert des filiales dans d'autres endroits, notamment à Montréal en 2009, BioWare Montréal, et Mass Effect 3 qui sort en 2012, marque un changement de cap parce que Mass Effect 1 et 2 étaient publiés par Microsoft, qui voulait publier les jeux pour faire de la promotion pour sa console Xbox 360. Et à partir de la sortie de Mass Effect 2, BioWare est acquis à travers une suite de transactions financières, fusion, acquisition et tout ça, est acquis par Electronic Arts et va donc devenir un studio affilié à Electronic Arts, ce qui fait en sorte que, par exemple, BioWare Montréal, qui a été fondé en 2009, tranquillement au fil des années est réagencé, augmenté, diminué, transformé, affecté à d'autres projets, et ils ont fini par être intégrés pour le studio de Montréal dans Electronic Arts Motive, le studio Motive, qui est le studio d'IA à Montréal, qui existait déjà, qui a fini par absorber l'équipe de BioWare Montréal. Je travaille pas là, j'ai pas d'amis proches qui travaillent là, qui m'en parlent régulièrement, donc si vous avez de l'information là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire, communiquer avec moi, ça me fait plaisir de mettre à jour et faire un suivi la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui se passe pour BioWare, c'est vraiment l'âge d'or de BioWare, la série Mass Effect, c'est leur contribution majeure, une de leurs contributions majeures, je dirais, au paysage du jeu vidéo. Après, ça s'est plus ou moins bien passé par la suite. Ils ont la sortie de Mass Effect 3 a été accueillie avec une certaine timidité, aigreur même, des commentaires virulents de la part de joueurs et joueuses qui étaient très déçus de la finale de la trilogie. Donc, ça a généré assez de presse négative pour vraiment impacter la réputation de BioWare. Et par la suite, ils ont sorti un autre jeu majeur dans cette série-là qui s'appelle Mass Effect Andromeda. Donc, c'est une histoire parallèle, qui est dans le même univers, mais qui se passe dans une autre galaxie,
dans la galaxie d'Andromède. Donc, c'est quand même assez loin. Là. Il n'y a aucun des personnages des jeux d'origine qui sont là. Ça retouche un peu le même univers, les mêmes principes, mais c'est vraiment une histoire séparée. Mass Effect Andromeda, sorti en 2017, a été accueilli négativement par les fans. Je pense qu'il y avait plein de bugs au départ quand ça a été lancé. Il y avait un système d'animation faciale procédurale qui marchait pas, fait que les gens faisaient des faces dégueulasses. On voyait des screenshots qui se moquaient de ça. Donc, beaucoup de presse négative, mais bon, ça a été corrigé par des patchs et tout. Puis moi, personnellement, j'ai joué à Mass Effect Andromeda des années après qu'il soit sorti, parce que j'avais pas le temps à l'époque et tout ça. Puis j'ai trouvé que ça fantastique. J'ai adoré ce jeu-là. Donc, je suis peut-être l'exception. Donc, prenez pas mon témoignage comme étant un gage de qualité. Mais moi, j'ai envie de dire que Mass Effect Andromeda fait vraiment beaucoup de choses vraiment bien. Mais évidemment, c'est compliqué de s'intéresser à Mass Effect aujourd'hui parce que le Mass Effect 1 est assez différent, beaucoup plus inachevé, beaucoup plus clunky, c'est maladroit. Il y a beaucoup de maladresse dans Mass Effect 1 au niveau systémique, là, au niveau des mécaniques de jeu, des manipulations et tout. Ce qui fait que c'est difficile de s'y plonger aujourd'hui. Mass Effect 2 et 3 se ressemblent beaucoup plus au niveau de la jouabilité, sont beaucoup plus faciles d'approche, je dirais, aujourd'hui. Donc, c'est difficile de recommander de s'intéresser à Mass Effect 1 en raison des obstacles de jouabilité, peut-être, mais en même temps, ça fait du sens de s'intéresser à la trilogie Mass Effect 1, 2, 3, qui est la grande histoire, la grande saga à laquelle il faut s'intéresser. Donc, si vous savez que vous n'avez pas nécessairement le temps de vous investir dans toute une longue trilogie, ben moi, je vous recommanderais d'évaluer quand même Mass Effect Andromeda. Ça peut être une manière intéressante d'avoir un très bon aperçu de ce que c'est le monde de Mass Effect, même si on n'a pas nécessairement la disponibilité pour se lancer dans 3 jeux narratifs de longue haleine, de grande envergure. BioWare, donc, aujourd'hui est en perte de vitesse. Les médecins qui ont fondé l'entreprise ont quitté depuis. Beaucoup du personnel principal qui était affecté au jeu aussi a quitté. Dans le cas de... Donc, le studio, il bat de l'aile un peu. Là. Ça fait partie d'Electronic Arts. Electronic Arts, c'est le grand empire là, négatif, inhumain, déshumanisant, corporatif, tout ce que vous voulez. Donc, c'est sûr que ça regarde mal pour le futur, je dirais, de Mass Effect. Les studios ont rapetissé, sinon... s'ils n'ont pas été éliminés. Même le studio d'Edmonton a coupé à peu près la moitié de ses employés. Donc, s'ils ne sont pas sur une pente ascendante, et c'est vraiment dommage. Donc, je vous disais que le personnel clé avait quitté le studio. En ce qui concerne la trilogie Mass Effect, ils ont été produits par BioWare. Le directeur créatif en charge du projet, c'est Casey Hudson. C'est un personnage, là, j'ai envie de dire, assez important. On le crédite avec beaucoup de responsabilités dans le succès des jeux. Il avait lui-même travaillé sur Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Jade Empire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un lifer, là, si vous me permettez. Quelqu'un qui a été là à vie, disons, chez BioWare. Donc, c'est sûr que ça aide à produire un jeu qui marche quand on explore le même genre de jeu narratif, à relations humaines entre tes personnages de ton équipe, grand univers, etc. Et la trilogie originale Mass Effect a été aussi écrite par Drew Karpyshyn, qui joue le rôle de scénariste. En tant que scénariste, lui aussi, c'est quelqu'un qui était chez BioWare depuis un certain temps, qui avait travaillé sur Baldur's Gate 2, sur Knights of the Old Republic. D'ailleurs, Knights of the Old Republic a gagné un prix d'excellence en écriture dans les Game Developers Choice Awards. Ce sont des prix qui sont attribués par les développeurs de jeux vidéo. Donc, il y avait des personnages, il y avait des répliques, il y avait une intrigue dans Star Wars Knights of the Old Republic qui était excellente. On retrouve toutes les traces de ça aussi dans Mass Effect, d'une certaine manière. Même si ce n'est pas le même univers, on retrouve le même soin, le même détail apporté à l'exploration de la psychologie, de la complexité des personnages, leur crédibilité, on s'intéresse à eux, et en même temps, toute la densité foisonnante de cet univers-là, avec des cultures, des races extraterrestres, des planètes, toute une galaxie peuplée de différentes planètes à découvrir. Donc vraiment, aujourd'hui, s'intéresser à Mass Effect, ça se fait assez facilement. Vous avez eu l'édition légendaire de Mass Effect qui est sortie il y a quelques années. C'était en 2019? J'ai pas mes notes devant moi. Mais donc, dans les années récentes, ils ont sorti l'édition légendaire. C'était en 2021, pardon. Donc, l'édition légendaire qui comprend la trilogie
qui elle-même inclut un genre de facelift, j'ai envie de dire, pour Mass Effect 1, qui le met un petit peu plus à jour pour garder une facture visuelle un petit peu plus cohérente entre le 1, le 2 et le 3, parce qu'il y avait quand même un écart assez important entre le 1 puis ce qui est devenu le 2 et le 3 par la suite. Donc, c'est probablement la meilleure façon de jouer aujourd'hui à Mass Effect, là, à moins de trouver une Xbox 360 puis qui marche encore, qui n'a pas le Red Ring of Death, puis de trouver une copie de Mass Effect 1, Mass Effect 2, puis ensuite de jouer Mass Effect 3 sur une autre console ou je sais pas quoi. Là. Donc, c'est compliqué ces trucs-là. Fait que la Legendary Edition, je pense que c'est la meilleure façon de s'y intéresser. Tout ça pour dire que on va plonger dans cet univers-là de Mass Effect et on va essayer de le vivre de l'intérieur avec une expérience à la première personne. À la première personne. Alors, mes camarades et moi, je suis avec 2 de mes alliés. On s'est infiltrés dans une base dans les plus profondes d'une galaxie. Et on est en train de confronter la matriarche qui est la chef d'une race extraterrestre qui s'appelle les Azari, les Azari. Et pour toutes sortes de raisons, on est là. On est dans l'environnement où est-ce qu'elle se trouve, à l'intérieur d'une base. Évidemment, c'est très techno, on est dans le futur. Et là, elle a des gardes du corps qui sont sortis. Des genres de serviteurs, entre barre oblique, esclaves, on ne le sait pas trop exactement. Il y a des robots, des Geth. Les Geth, c'est en fait tout un... on va dire peuple pour aller vite, mais c'est des milliers de robots, sinon des millions de robots qui sont tous liés ensemble par une conscience d'intelligence artificielle collective. Donc, eux, on les a rencontrés déjà quelques fois dans le jeu. Alors moi, j'ai un pistolet, je contrôle Shepard. Je peux jouer John Shepard masculin ou Jane Shepard féminine. C'est moi qui crée le personnage au début. Mais Shepard est un personnage avec une personnalité imposée. Je peux avoir des variations dans sa couleur de cheveux, dans son look. Mais bon, je joue Shepard. Et on se promène, on est à la 3e personne. La caméra est près de Shepard, presque à l'épaule. On se déplace, on vise, on tire et tout ça. Et là, je me bats contre les adversaires qui se déplacent autour de moi et mes 2 alliés. On vient de les détruire. La matriarche nous parle. Elle nous dit c'est pas terminé. Saren, il est impossible de l'arrêter. J'ai l'esprit très clair en ce moment. Saren, c'est son commandant, entre guillemets. Saren, c'était un agent d'élite qui est devenu rebelle et qui est en train de courir après le pouvoir d'objets, d'artefacts mystiques, mystérieux. Et la matriarche, on lui parle en dialogue. J'ai des choix de dialogue au fur et à mesure qu'elle me parle. Je peux sélectionner des options confrontationnelles, des options coopératives. Je peux essayer d'en savoir plus pendant qu'elle me parle. Elle m'explique que finalement, elle n'a plus tout à fait son esprit, que Saren est dans son esprit. Puis là, elle nous explique que finalement, il est capable de contrôler leurs pensées puis de les manipuler comme des marionnettes grâce à Sovereign, qui est son vaisseau. Donc, il y a comme un vaisseau spatial qui lui permet de manipuler les esprits des gens. Fait que là, elle nous dit que c'est pas lui qui l'a construit. C'est quoi l'origine de ce vaisseau-là? Elle ne le sait pas. Saren l'a trouvé. Il le maîtrise, mais c'est pas lui-même, il sait pas trop comment ça marche. C'est pas lui qui l'a construit. Ça vient d'un peuple beaucoup plus ancien, d'origine inconnue. Et elle se dit, elle nous révèle que cette influence-là sur son esprit est subtile au départ. On pense qu'on est assez fort pour y résister. On voit ça comme des suggestions qu'on est libre de ne pas suivre. Mais au fil du temps, on finit par se rendre compte que on est manipulé, puis finalement, on n'a plus trop notre esprit. Et donc, je choisis l'option plus agressive. Là, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, là. Puis c'est quoi la solution pour l'arrêter, ce gars-là. Fait que là, elle dit, je t'ai fait une transcription, je te la donne. Mon allié qui est avec moi, Tali, dit, on a les coordonnées du relais qu'on cherche dans l'espace cosmique, mais c'est pas suffisant, faut qu'elle nous en donne plus. Et là, la matriarche nous dit, écoutez, Saren ne m'a rien donné de plus, il garde toute l'information, il faut que tu m'arrêtes. Ses dents sont dans mes oreilles. Ses doigts sont sur ma colonne vertébrale. Il faut que tu... Là, on sent qu'elle lutte puis qu'elle résiste. Puis là, elle se retourne puis elle dit « Mourez ». Puis là, elle nous attaque. Fait qu'on voit qu'elle est contrôlée par Saren. Puis tout ça. Puis là, elle a des pouvoirs biotiques. Dans l'univers de Mass Effect... les humains et les espèces extraterrestres qu'on va rencontrer ont des implants technologiques qui leur permettent de matérialiser leur
force magique interne, hein, je vais dire ça comme ça. Des pouvoirs biotiques, c'est des pouvoirs d'agir sur la matière grâce à des implants. Donc, elle, évidemment, cette race-là des Azari sont très, très puissants. Alors, elle dit, je peux pas, Shepard, il faut que tu mettes fin à mes jours. Et là, j'ai choisi l'option de dialogue. Non, attends, on a du gel médical, on peut essayer de te guérir puis de te transporter. Elle dit, non, il est toujours dans mon esprit, je ne suis plus moi-même, je ne le serai plus jamais. Elle se penche par terre, puis elle nous dit, pas de lumière. Elles m'ont toujours dit qu'il y aurait... On sent qu'elles s'attendaient à voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être que c'était un peu leur spiritualité pour affronter la mort. On ne sait pas exactement, mais bon. C'est ainsi que la fin arrive. Et après le combat, mon personnage de Shepard s'avance tranquillement. Il observe parce qu'il y a derrière elle, dans une espèce de grande capsule vitrée, un genre d'extraterrestre, mais cette fois-ci, pas un humanoïde avec une drôle de face, mettons, mais vraiment quelque chose d'énorme. Ça ressemble à une coquerelle gigantesque, quelque chose comme ça. Et là, soudainement, j'ai un personnage, une Azari serviteur, probablement de la matriarche, qui est là, puis qui est comme animée comme un zombie, là. Elle avance, mais on sent qu'elle est plus là et tout ça. Elle arrive près de moi, juste au moment où la grosse bébite dans la capsule s'élance dans la vitre. Là, mon personnage braque son pistolet, puis là, on finit par se rendre compte que la grosse créature est en train de manipuler l'Azari puis de parler à travers elle comme un corps. Et c'est la reine Rachni, la Rachni Queen. Cet être nous sert de voix. Nous ne pouvons chanter, pas dans ces espaces. Vos musiques sont sans couleur. Et la reine va, à travers la conversation, nous dire que elle est vivante. Et nous, on a entendu parler des Rachni, des Rachni. C'est une espèce insectoïde qui était super répandue dans la galaxie, qui a menacé toutes les civilisations humaines et alliées dans le passé, et que finalement, on a réussi à se débarrasser des Rachni, de cette espèce d'extraterrestre. Et on les a tous détruits. Et là, quand notre personnage Shepard réalise ça, il dit quoi? Vous êtes une reine Rachni, mais on vous a anéanti, on vous a détruit. Et finalement, la reine Rachni nous dit « Oui, mais moi, j'étais déjà à l'abri ailleurs. Bon. Et maintenant, je suis là. » Fait que là, on se retrouve face à un dilemme. Elle nous dit « Voulez-vous nous libérer, qu'on puisse exister? Notre musique mérite de figurer au concert des galaxies ou quelque chose comme ça. » C'est très musical, c'est très imagé, hein, comment elle nous parle. Et là, mes deux camarades disent « Attends, Shepard, on s'est battus, nous, pour les éradiquer parce qu'ils étaient en train de tous nous détruire. » Ça, c'est mon allié Garrus, qui est un soldat. Et à côté de ça, mon autre allié, Tali, elle dit « Oui, mais attends, c'est la dernière de son espèce. On va-tu vraiment détruire une espèce vivante au complet? On est là pour sauver la vie, pas pour... » Fait que là, c'est à nous. Puis là, on peut choisir. Je vais pas te tuer. On peut dire je vais te tuer. Il faut finir le travail. Vous êtes une menace à toute la vie. Puis on peut lui poser davantage de questions. Puis là, elle nous explique que oui, c'est vrai que mes prédécesseurs, les Rachni qui existaient, que vous avez anéantis, eux, ils étaient tournés vers la guerre. Ils n'étaient pas en harmonie avec le monde. Je comprends pourquoi vous avez fait ça. Vous avez eu raison de le faire. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis... Fait que là, est-ce qu'on se fait manipuler? Est-ce qu'on se fait mentir? Est-ce qu'elle dit la vérité? On a à prendre la décision. Et finalement, j'ai pris la décision de la libérer. Et donc, elle est libérée et elle nous dit qu'elle va chanter ce geste à tous ses enfants. Fait que là, ça, c'est une décision qu'on a prise au détour d'une mission où est-ce qu'on se battait contre une matriarche. On a joué du gun, on a joué de persuasion, de compréhension et de gestion aussi des relations avec les membres de mon équipage parce que mon ami Garrus, il va peut-être être moins mon ami finalement après cette décision-là que j'ai prise avec laquelle il n'est pas d'accord. Fait que c'est un peu le sens représentatif d'une expérience de Mass Effect, de l'action, du dialogue, de l'intrigue et tranquillement la compréhension d'un univers aux contours de plus en plus étendus et de plus en plus difficile à y trouver nos repères. Une des choses qui est à souligner dans Mass Effect est la mise en situation à la première personne qu'on a eue tout de suite avant la pause musicale nous permet d'aborder ça. C'est la question des dilemmes moraux. Il y a beaucoup de moments dans l'aventure qu'on vit à travers Mass Effect qui vont nous demander de prendre des décisions d'envergure assez importantes. Et ça, c'est une des choses qui était mise de l'avant depuis le début des années 2000 dans les jeux vidéo. On prétendait et on
poussait ça comme un argument de vente quand on faisait la promotion de nouveaux jeux, qu'on allait vous donner des situations moralement difficiles. Vous allez devoir faire vos choix. Il y a toujours une volonté de maximiser un peu l'impact des décisions qu'on prend, de rendre ça épique. Mais il y a beaucoup des jeux dans lesquels on a ces choix-là qui se déploient, qui sont en réalité pas tant des choix moraux que simplement le choix de faire la bonne action ou le choix de faire la mauvaise action, mais d'avoir un avantage pratique ou stratégique lié à ça. Donc, je ne donne pas la liste des exemples assez nombreux où est-ce que c'est le cas. Je voudrais juste me concentrer sur les quelques moments représentatifs dans Mass Effect qui donnent une bonne idée de ça. On a entendu parler des Rachni, donc cette espèce d'insecte qui menaçait les civilisations, on va dire humanoïdes, là, galactiques. On va parler dans la deuxième heure de cet univers-là, de Mass Effect, plus en détail, mais essentiellement, dans le passé, il y a cette alliance des races, disons, intelligentes et pacifiques qui s'entendent entre eux pour former cette espèce d'alliance galactique. Et il y a donc des espèces envahissantes beaucoup plus difficiles. Et dans le passé, il y avait une menace qui venait des Rachni. Donc, les peuples de l'Alliance ont utilisé une espèce batracienne. Donc, ça, c'est les Krogan. Ce sont des espèces de crapauds, grenouilles humanoïdes qui grandissaient, qui vivaient sur une planète là, un peu en périphérie. Et c'était une espèce extrêmement guerrière qui se battait entre eux sans arrêt, qui était encore à un stade d'évolution relativement primitive. Et l'Alliance les a pris puis leur a donné des guns essentiellement puis des armes pour qu'ils puissent se lever debout puis collectivement mettre fin à la menace des Rachni. Autrement dit, les utiliser comme espèces alliées, entre guillemets, sauf qu'en réalité, ils étaient très insubordonnés. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment les garder en position de subordonnés. Là. C'est comme, garde, on vous donne des guns, là, allez mopper ça, puis ensuite, on va vous faire rentrer dans l'Alliance. Ça va être bon pour vous. Et après que les Krogan aient réussi à se débarrasser des Rachni, ben finalement, les peuples n'ont pas respecté leur part du marché. Et on dit, ouais, OK, vous avez fait le boulot, c'est bien, mais vous êtes bien trop violents, vous êtes bien trop guerriers, sanguinaires, vous autres, vous n'arrêtez pas de vous entretuer. Et comme de fait, les Krogan ont fini par auto-saboter leur planète natale, finalement, en utilisant des armes nucléaires ou l'équivalent, là, dans le monde fantastique, monde science-fictionnel de Mass Effect. Donc, il y a toute cette historique-là derrière la disparition des Rachni. Et c'est un point de tension parce que les Krogan existent dans la galaxie, on les rencontre, donc c'est batraciens géants guerriers, et on en rencontre quelques-uns, et il y en a un qui va se joindre à notre équipe. Et ce Krogan-là qui vient dans notre équipe, évidemment, bon, il fait très bien son travail comme soldat et tout, puis c'est pas non plus des brutes épaisses. Je veux dire, c'est vraiment une civilisation, là, donc ça nous fait voir un peu tout ça, puis le fait d'avoir le contact avec lui, ça nous permet de voir de l'intérieur et de ne pas s'arrêter à des préjugés qu'on pourrait avoir par rapport à une espèce lointaine là, sur d'autres planètes là, qui fait des trucs weird. Fait qu'on apprend à le connaître, on l'apprécie comme allié sur toutes sortes de sujets. Et à un moment donné, on creuse un peu la situation puis on apprend que les peuples de l'Alliance galactique ont mis au point le génophage. Donc le génophage. Alors phage, c'est une particule d'un mot qui veut dire manger, comme, en tout cas, il y a toutes sortes d'exemples. Et géno comme dans le génome, comme dans les gènes. Donc, le génophage, c'est en fait un virus bactériologique, là, je sais pas trop, en fait, ça peut pas être les deux, mais bon, en tout cas, c'est un genre d'arme bactériologique que l'Alliance a déployé pour contrôler la population des Krogan. L'effet que ça a, c'est qu'il y a seulement un Krogan sur 10 ou un Krogan sur 100, je pense, un bébé qui sera à maturité. Il y a énormément de nourrissons qui meurent. Puis la raison de ça, c'est que les Krogan ont genre une super longue espérance de vie, puis quand ils se reproduisent, ils font genre des centaines de rejetons, un truc de même, ou 10 bébés à la fois, puis ils peuvent se reproduire à tous les 6 mois, genre, ou un truc de même. C'est complètement dingue. Fait que tous les peuples de l'Alliance galactique, ils disent, OK, les Krogan, on peut se servir d'eux pour nettoyer les Rachni, mais tu sais, il va falloir les empêcher de se reproduire. C'est terrible là, quand je dis ça. Là. J'espère que vous comprenez de quoi on parle. Là. On parle de contrôle des naissances, on parle d'eugénisme, on parle de génocide carrément. Donc, on est à ça, un génocide à l'échelle cosmique. Et puis, pendant l'émission, à un moment donné, on va se retrouver devant un remède pour le génophage.
Et là, le membre de notre équipe qui est un Krogan dit « Hey, enfin une solution à cette malédiction, cette foutue maladie que vous avez répandue sur mon peuple pour nous garder comme vos petits serviteurs, vos esclaves que vous avez jetés après qu'on ait fait le sale boulot pour vous. » Et puis là, il dit « Il n'est pas question qu'on laisse aller ce remède-là, mais au contraire, dans la situation où on trouve ce remède-là, il faut qu'on détruise l'installation qui l'a produite et qui est remplie de Krogan. » Fait que là, évidemment, notre partenaire, il dit, il n'est pas question qu'on fasse ça. Puis on dit, attends, mais ces Krogan-là, ils sont indoctrinés, ils sont manipulés, ils sont sous le contrôle mental de Saren et de son vaisseau qui contrôle les esprits. C'est pas des gens de ton peuple, ce sont des marionnettes et des esclaves. Est-ce que tu... Fait que là, on peut il nous sort un gun puis il nous vise, là. Il est comme, attends, on parle de la survie de mon espèce. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, toi? Fait que là, on se regarde à bout portant avec les guns sortis, puis on se dit, OK, qu'est-ce qui va se passer? Fait que si j'ai investi des points de charme ou des points de menace, qui sont des compétences que je peux déployer, si j'ai pris tout au long du jeu des actions de diplomatie conciliante, ou si au contraire, je me suis affirmé comme un tough guy qui négocie pas, il impose, puis il intimide, ben je vais avoir des options de dialogue qui vont varier, puis qui vont peut-être me permettre de désamorcer la situation, ou peut-être que ça va mener à une escalade, puis je vais être obligé de le tuer. Et l'aventure va continuer, puis lui va être mort. Mon équipier qui est avec moi depuis des dizaines d'heures de jeu, que j'ai appris à connaître et tout. Donc, c'est une situation qui est vraiment un vrai dilemme là, dans le cas de Mass Effect, parce qu'on ne peut pas rester insensible à la cause d'un peuple, d'une population, d'une planète entière, d'une espèce entière qui est menacée, surtout qu'on se sent probablement un peu coupable, entre guillemets, parce que nous, on fait partie de l'Alliance, fait qu'on bénéficie du système qui a privé finalement les Krogan de l'opportunité de juste exister tout court dans ce monde-là, tu sais. Fait qu'on se dit, mais en même temps, il ne faut pas permettre à la mission d'être mise en péril, parce que si on met en péril la mission, c'est toute la vie dans l'univers au complet qui va en pâtir. Donc, c'est vraiment des vrais bons dilemmes. Mass Effect est assez bon pour faire ça. Je fais un petit tour d'horizon des réactions qu'a suscité l'annonce de cette émission sur le serveur Discord L'Anneau Ludique. Si vous ne le saviez pas, le serveur Discord L'Anneau Ludique est le lieu où on discute des différents épisodes de la Grande Ludothèque, ainsi que des épisodes de notre podcast confrère Profil Ludique, qui est disponible et qui est alimenté et animé par Maxime Deslongchamps-Gagnon et Hugo Montembeault, professeur à l'UQAT Montréal en jeux vidéo. Alors, je vous mentionne quelques-unes des réactions que ça a suscité quand j'ai fait cette annonce-là et qu'on a commencé à partager des histoires. Il y avait plusieurs des gens qui disaient... En fait, les opinions étaient partagées entre « Ouais, Andromeda, j'ai vraiment pas aimé ça » ou « Moi, j'ai aimé Andromeda, même si les gens disent que c'est pas très bon. » Donc ça, j'étais assez content de lire ça. Moi, je suis dans le deuxième camp, personnellement. J'ai beaucoup aimé Mass Effect Andromeda, qui sort après la trilogie originale. On a eu Damon, par exemple, qui est revenu sur le sujet. Antonin qui a dit « J'ai jamais joué à Mass Effect, aucun de ces jeux-là, pourtant c'est mon genre. » Vous voyez, moi, j'ai jamais joué à Dragon Age. Donc, c'est tout à fait mon genre et j'ai pas joué. Donc, c'est arrivé à un mauvais moment dans ma vie où j'avais pas de temps pour faire ça. Fait que voilà, faudrait que je m'y mette un de ces quatre, comme on dit. Une de ces 4 prochaines années, probablement. Ça nous prend du temps de jouer des jeux vidéo quand les jeux sont longs. Et puis, des réactions. C-04 qui disait « Peu importe comment je fais mon Shepard, mon commandant Shepard, est-ce que c'est un homme, une femme, quelle classe, est-ce que c'est un infiltrateur, un soldat, etc. Tout ça, c'est pas important. L'important, c'est que je puisse romancer Liara. Donc, que je peux développer une relation amoureuse avec Liara. Puis c'est comme, ah non, mais il y a d'autres options, puis tu sais, bon, tout ça. Moi, c'est plutôt Tali, puis bon. Alors ça, c'est intéressant, on va pouvoir parler de la romance dans un segment prochain de cette émission-là. C'est assez important dans l'univers de Mass Effect quand même. Les gens parlent du camion, conduire un camion. Ça, c'est un autre des aspects qu'on fait dans Mass Effect. On est dans un vaisseau spatial, on se déplace dans notre vaisseau à bord de la galaxie, donc on se déplace autour de différentes planètes. Mais quand on sort sur une planète, ou bien on sort dans une ville ou dans un complexe militaire ou une destination où est-ce qu'on va tirer du gun, ou bien on se déplace dehors, puis là, on conduit un 6 roues. C'est vraiment un genre de véhicule militaire à 6 grosses
roues de tracteur. Et puis, on roule avec ça en camion. Puis c'est fait de façon différente dans les différents jeux de la trilogie originale. Plus ou moins bien fait, plus ou moins pertinent, mais c'est là pareil. Puis ça donne un petit peu de variété, je trouve. Moi, j'ai posté beaucoup d'images des interfaces. J'ai trouvé un peu tout croche les interfaces, surtout dans Mass Effect 1. Il y avait d'ailleurs une trilogie de messages sur le blog d'un game designer qui avait fait une analyse de l'interface de Mass Effect 1 en disant comment ça n'avait pas de bon sens. Il appelait ça Massive Interface Fail. Ça a été un des grands billets de blog en game design qui a beaucoup circulé. Je vais mettre le lien sur le serveur Discord de l'Anneau ludique. Il y a aussi Jocely qui disait, en termes de décision narrative, j'ai adoré ça, il y avait des vrais dilemmes, un peu comme ce que j'évoquais à la première heure, et moi j'arrivais de Fable, qui est excessivement manichéen. Effectivement, Fable, qui est une série aussi, c'est vraiment là, écoute, tu manges du céleri, tu maigris, tu manges du gâteau, tu grossis, tu arrives face au camp des gobelins, tu les tues toutes, ben super, tu as sauvé les villageois, donc tu es gentil. C'est comme, OK, mais il y aurait peut-être eu une solution diplomatique. Ah non, les gobelins, c'est méchant, ça. Puis si tu veux être méchant, ben tu voles le boulanger, puis des trucs de même. Genre, c'est toutes des décisions qui sont hyper transparentes. Puis là, quand t'es gentil, ben il y a un petit halo d'ange au-dessus de ta tête. Puis si, au contraire, tu deviens méchant, t'as des petites cornes de démons qui te poussent dans le front. Fait que c'est comme, OK, je peux faire mon choix de faire le bien, faire le mal, mais c'est pas si intéressant que ça, faire le bien, faire le mal. Quand tu compares ça à un univers dans lequel c'est à toi de décider qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. C'est la différence entre des jeux qui ont une morale imposée d'en haut, qui disent ça c'est bien, ça c'est mal, et des jeux qui te présentent des situations nuancées et complexes parce que tu prends une décision selon ta compréhension du contexte politique, des enjeux sur la survie des espèces, de l'historique de tes actions, de tes priorités. C'est une des richesses dans Mass Effect, tout le conflit principal ou ton positionnement dans Mass Effect quand tu incarnes Shepard, tu peux faire des actions comme Paragon ou comme Renegade. Être un Paragon, ça veut dire rejoindre l'Alliance galactique et donc faire tout dans l'intérêt de l'ensemble des espèces extraterrestres. Et si au contraire, tu prends des actions Renegade, tu t'opposes à la volonté du Conseil pour davantage servir soit tes propres intérêts ou soit les intérêts de la race humaine. Donc, tu peux être une espèce de chauvin des humains qui dit « Non, mais il faut mettre l'humanité en premier, il faut s'occuper des intérêts de l'humanité. Ça fait trop longtemps que les humains sont gardés dans un état de subordonnés par rapport aux autres races extraterrestres qui sont là depuis longtemps. Moi, je veux militer pour la cause des humains, puis garde, ça me dérange pas de piler sur des orteils pour faire ça. » Donc, c'est un peu une posture qui fait écho beaucoup à des situations politiques qui existent dans le vrai monde. Là. America First, se désengager des Nations Unies, on est dans cet espace-là dans Mass Effect. Évidemment, c'était pas l'actualité politique à ce moment-là, mais on peut remonter dans l'histoire puis trouver aussi toutes sortes de tensions entre des conceptions nationalistes, des notions de collectivité et ainsi de suite. Et je dois dire que dans Mass Effect, une des situations intéressantes que j'ai vécues, moi, personnellement, c'est avec un personnage qui est une de tes options de romance qui s'appelle Ashley, qui est présenté dans le premier jeu Mass Effect. Et moi, Ashley, c'est un personnage qui, pour moi, a incarné beaucoup de choses super intéressantes au niveau politique dans Mass Effect. Ashley est une femme très religieuse. Et elle te dit que la religion, c'est important pour elle. Puis elle, Dieu, elle croit, tu sais. Puis Dieu est là. Puis là, quand tu as des dialogues avec elle, tu peux poser des questions genre, ouais, mais comment tu réconcilies ça, l'idée de Dieu, dans un univers où il y a plein d'autres espèces extraterrestres, puis tout ça, comment ça marche? On a de la science, là, on est capable de voyager entre des planètes, puis tout. Fait que là, elle dit, non, pour moi, c'est pas exclusif. Puis bon, tu peux avoir des grosses conversations avec elle là-dessus. Puis, moi, il y a des répliques que j'ai dites à Ashley qui, à l'époque, ça fait longtemps, Mass Effect 1, c'était en 2007. Donc, j'ai dû jouer en 2007 ou en 2008, peut-être, mais probablement plus en 2007. Puis, je me souviens de lui avoir dit des répliques du genre, ouais, mais tu sais, la religion, c'est quand même un système pour contrôler des gens, puis des choses comme ça. Je me souviens pas exactement ce que je lui avais dit, là, ça fait longtemps. Mais dans ma tête, c'était une réplique d'une conception athée du monde qui est tout à fait possible dans une société laïque ou dans une société post-religieuse ou dans une société, bon, c'est peu importe comment vous voulez qualifier ce positionnement-là. Et j'ai compris que le jeu trouvait que ça, c'était une réponse Renegade. Ça te donnait des points genre, OK, t'es un peu insensible à sa cause, t'es un peu individualiste, et ainsi de suite. Puis j'étais comme, t'as peu, là, what? C'est pas une réponse négative, ce que je lui ai donné, là. C'est une réponse tout à fait correcte et acceptable.
mais c'est comme si il y avait un a priori que la religion, c'est quelque chose de définitoire pour des gens qui sont très religieux, et donc il faut respecter ça, accepter ça, et qu'on ne peut pas questionner ça. Puis là, je me suis dit, est-ce que finalement, l'origine du studio à Edmonton, dans le Canada anglais très, très fervent défenseur du multiculturalisme à la canadienne, où la valeur cardinale ou une des valeurs cardinales, c'est le multiculturalisme et le respect de la liberté de religion, est-ce que ça ne vient pas teinter la façon dont le jeu évalue tes options puis qualifie que, tu sais, tu as des façons positives de te positionner par rapport à la religion, puis des façons négatives de te positionner par rapport à la religion. Est-ce qu'on a, au fond, dans l'univers de Mass Effect, même si on est dans de la science-fiction, des centaines d'années dans le futur, dans d'autres systèmes solaires avec des espèces extraterrestres, on a une espèce de conception du multiculturalisme à la canadienne qui rentre en opposition avec une position comme la laïcité telle que pratiquée ou telle qu'elle veut être pratiquée par au moins quelques partis politiques là, au Québec. Je ne dis pas nécessairement qu'on est déjà dans une société laïque. Par ailleurs, je ne suis pas certain que les modèles de laïcité qui sont prônés par le gouvernement du Québec en ce moment sont les bons modèles de laïcité. Bon, ça, c'est une autre question, puis pas vraiment une émission de politique, fait que je vais juste m'arrêter là pour dire que il y a quelque chose de profondément canadien peut-être dans cette vision-là. Hein? Peut-être que le Canada étant une fédération, prônant la diplomatie, etc., peut-être que cette vision du monde-là s'articule dans Mass Effect. Ou est-ce que, hey, tu sais, si t'es pro-collectivité, pro-conseil galactique, ben nécessairement, t'es une bonne personne, t'es du bon côté de l'histoire. T'es une personne qui est là pour faire de la démocratie inclusive, participative et tout ça. Donc, je dis pas que c'est mal, je dis pas qu'ils ont tort de faire ça, je dis juste que c'est vraiment intéressant de regarder comment, même dans des univers de science-fiction ou de fantasy très lointains de notre réalité quotidienne, les thèmes, le positionnement des créateurs, des créatrices de jeux vidéo se retrouvent. Et il y a des parallèles à faire qui sont présents aussi. J'en avais pas parlé dans l'épisode des Elder Scrolls, mais moi, c'est une des choses qui m'avait beaucoup frappé en jouant à Morrowind, que Morrowind est une province impériale annexée. Donc, c'est quoi mon rapport à un empire qui annexe des provinces quand moi, je vis dans une province qui fait partie d'une fédération canadienne avec un historique assez important de conflit entre les francophones et les anglophones, entre le Québec et le Canada anglais? Est-ce que je n'ai pas un réflexe sympathique envers la cause des elfes noirs? Donc, il y a toutes ces questions-là qui arrivent en fil de compte, au bout du compte, en fil d'arrivée. Je ne sais pas trop comment le formuler. Mais il y a tout ça qui existe, puis qui est présent, puis qu'on peut même ressentir dans le jeu. Là. Donc, oui, Mass Effect est beaucoup plus nuancé dans son positionnement moral et surtout éthique, peut-être, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même des moments où est-ce que les concepteurs du jeu trouvent que ça, c'est Paragon, ça, c'est Renegade. Puis être Renegade, c'est te positionner contre le Council, puis être pour l'humanité en premier, mais c'est aussi un peu être un trou de cul, des fois. Fait qu'il y a comme un mélange des genres où est-ce que, c'est pas vraiment bon ou méchant, c'est pas gentil ou méchant, mais ça l'est un peu trop pour que ce le soit pas non plus. Donc, c'est un peu un reproche qu'on peut faire quand même au positionnement de ces enjeux-là dans la série Mass Effect, qui reste par ailleurs une série qui nous présente vraiment des choix et des positionnements super intéressants à vivre à travers l'aventure. Alors, comme toujours, joignez-vous à la discussion pour échanger avec nous sur le serveur Discord l'Anneau Ludique. Vous allez trouver ça sur le site de l'émission en tapant simplement la Grande Ludothèque Discord, l'Anneau Ludique Discord. Sinon, gênez-vous pas pour m'écrire à l'adresse suivante, sans majuscule ni espace, lagrandeludothèque.cism@gmail.com. Alors, on va discuter du jeu Mass Effect et cette fois-ci, on va s'intéresser en profondeur à son univers, son scénario et aux personnages qui composent notre équipe. Intrigue et scénario.
Mass Effect, c'est toute l'invention d'un univers. Au-delà de l'intrigue et de la trame narrative du jeu, c'est aussi la fascination de découvrir ce monde-là. D'ailleurs, dans le jeu, vous allez trouver un codex qu'on appelle une encyclopédie à l'intérieur du jeu. Vous pouvez y accéder en tout temps dans le menu et à partir de là, vous pouvez regarder des entrées, des articles qui sont écrits et qui vont vous donner de l'information sur les différentes races extraterrestres qu'on trouve dans la galaxie, sur la chronologie des grands événements qui ont ponctué ce monde-là, sur la culture d'un peuple, sur les planètes, et ainsi de suite. Et non seulement vous avez plein d'articles très bien écrits, très bien fouillés, vraiment intéressants, mais en plus, il y a un narrateur à la voix de velours qui va vous lire et faire la diction de chacune de ces entrées-là. C'est vraiment, là, en termes de codex ou d'encyclopédie en jeu, ce n'est pas le premier jeu à le faire, Mass Effect, ça existait déjà depuis plusieurs années, mais c'est l'un de ceux qui est certainement le plus riche. Vraiment, là, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Jocelyne aussi mentionnait ça sur le serveur Discord de l'anneau ludique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter ou lire, ou les deux, les entrées du codex. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Mass Effect? On va répondre à toutes ces questions-là assez rapidement. Mass Effect, ça se passe où? Dans la Voie lactée. Ça, c'est notre galaxie à nous. En l'an 2183. En l'an 2183, on est capable de voyager plus vite que la vitesse de la lumière et donc de voyager d'une étoile à l'autre, parce que c'est la frontière. Hein, pour faire du voyage interstellaire, ça nous prend une façon de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, parce que comment veux-tu qu'on se rende à des années-lumière de distance? Voilà, beaucoup trop long. Comment on fait pour voyager dans le monde de Mass Effect? Ça, c'est un problème classique en science-fiction. Si tu veux faire de la science-fiction avec du voyage dans les étoiles, ben comment on fait pour voyager? Dans Star Wars, ils disent ça s'appelle l'hyperespace, c'est un hyperdrive, tu pèses la switch à on, ça marche. OK, c'est comme la magie. Dans Mass Effect, ben, ils essaient d'être un petit peu plus scientifiques que ça, donc c'est basé sur l'effet de masse, le Mass Effect, qui est en fait un ensemble de facteurs qui se déclenchent et qui permettent de suspendre la masse des objets et donc de voyager à la vitesse de la lumière ou plus vite, même encore, dépendamment comment ça se passe. Et dans le monde de la fiction, ce qui se passe, c'est que les humains ont trouvé un premier relais interstellaire et se sont rendus compte en prenant le relais interstellaire qu'ils étaient catapultés en dehors de leur système solaire puis qu'ils arrivaient ailleurs. Et là, ils ont découvert qu'il y avait tout un ensemble de races extraterrestres qui existaient déjà ensemble dans cette harmonie-là. Puis là, eux, ils sont rentrés dans ce monde-là, dans le fond, comme la petite nouvelle des races qui débarquent. Comment ça fonctionne? Dans le fond, ils se sont rendus compte, les humains, que il y a des relais de masse qu'on appelle, les mass relays, qui sont disposés un peu partout dans la galaxie. Et ces relais-là ont été construits par une ancienne civilisation extraterrestre aujourd'hui disparue, dont on trouve des restants. On les appelle les Protheans. Ça fait référence à Prométhée de la mythologie grecque, donc l'humain qui a pris le feu des dieux pour l'amener aux autres humains. Et ces Protheans-là ont laissé des mass relays. Donc, il y a plusieurs espèces extraterrestres qui existent, qui ont trouvé ces relais-là à différents moments et qui se sont constitués en communauté internationale, cette alliance-là des races. Personne ne sait comment les fabriquer, les relais. Personne ne sait d'où ils viennent. Donc ça, c'est bien commode. Ça nous permet d'avoir des réponses et des façons scientifiques de défier la gravité, la masse et tout ça, sans qu'on ait maîtrisé toutes les étapes du processus. Et notamment, il y a la Citadelle. La Citadelle, c'est une énorme station spatiale qui avait été construite par les Protheans et qui est encore là, qui est disponible, qui devient donc le siège du Conseil galactique, qui est cette espèce d'ONU des nations extraterrestres et terrestres qui préside à la destinée de la galaxie. Alors, tout le monde utilise les infrastructures qui sont là et ça utilise ce qu'ils appellent l'élément zéro. Donc, l'élément zéro, c'est comme l'élément zéro sur le tableau périodique, qui est un genre de matière sombre, qui n'a pas de masse, qui n'a pas de truc, mais qu'on est capable d'utiliser d'une façon ou d'une autre en utilisant la technologie des Protheans et qu'on est capable d'exploiter donc pour faire ça. Bref, les humains sont les petits nouveaux, les new kids on the block, comme on disait. Ils viennent d'arriver dans le Conseil galactique. Et le personnage qu'on incarne, Shepard, masculin ou féminin, à notre choix, a été entraîné par l'Alliance des systèmes humains. Donc, les humains ont colonisé plus de planètes que simplement la Terre, mais ils se sont réunis en un gouvernement terrien unifié, on va dire, ou humain unifié. Et ils ont un programme d'entraînement pour préparer des humains à devenir des agents d'élite
pour qu'il puisse rejoindre l'organisation des Spectres. Les Spectres, ce sont les Special Tactics and Reconnaissance Units, là. C'est des agents ultra secrets, puissants, etc., qui sont au service du Conseil de la Citadelle, donc de l'Organisation des Nations extraterrestres, pour agir et faire des missions secrètes d'infiltration et tout ça pour maintenir la paix dans la galaxie. Il n'y a pas de spectre humain pour l'instant, et on sera entraîné en vue de devenir le premier. Le jeu commence, on débarque sur une planète, on se rend compte qu'il y a un des spectres, un agent spectre qui appartient à une autre race. Cette race-là, ce sont les Turians. Les Turians, c'est un peu comme l'espèce de prédateur dans les films de la série Prédateur. Donc, des espèces de guerriers humanoïdes un petit peu plus grands, un petit peu plus minces, un petit peu reptiliens. Bon, tu sais, on ne sait pas trop comment les décrire, là. Mais bref, ils ressemblent un peu à ça. Et puis donc, il y a un agent spectre de cette race-là qui, semble-t-il, est en train de se rebeller et essaie de s'approprier des objets secrets au lieu de les ramener au Conseil galactique et tout ça. Fait que nous, ben, on a vu ça, ces actions-là, fait qu'on se rapporte au Conseil en disant « Hey, ce gars-là, c'est un traître, on l'a trouvé sur cette planète-là, puis il est en train de s'accaparer des objets qu'il ne devrait pas et tout ça. » Puis là, ben, on le croit pas. On pense que les humains, quand ils ont réussi à accéder à l'espace international et interplanétaire de l'Alliance, ils se sont butés à des Turians. Donc, ils ont mené une guerre contre les Turians qui pensaient être des extraterrestres méchants. Puis finalement, ben, après beaucoup de conflits, le reste de la civilisation galactique est intervenu, puis là, tout ça, fait qu'ils ont fait la paix. Donc, tu sais, peut-être que les Turians puis les humains saillissent encore, fait que c'est peut-être pour ça qu'on est biaisé, puis qu'on essaie de le salir pour gagner une place parmi eux. Fait que, tu sais, il y a toutes ces tensions-là qui s'installent dès le début, là. On voit qu'il va y avoir de la joute diplomatique, puis qu'il va y avoir des affaires qu'il va falloir qu'on réussisse à régler en persuadant des gens, en les menaçant ou des choses comme ça. Fait que bref, notre personnage, même si on ne nous croit pas vraiment qu'on a vu ça, puis que Saren, le méchant Turian, est vraiment un rebelle méchant, puis tout ça, on va quand même nous donner accès au programme des spectres et on va devenir spectre. Ça vient avec notre vaisseau de très haute technologie ultra secrète, le Normandy, qui va être le vaisseau qu'on va commander et on va traîner notre équipage avec nous d'une planète à l'autre en route sur les traces de Saren pour découvrir c'est quoi l'affaire avec Saren, qu'est-ce qu'il est en train de préparer et tout ça. Et rapidement, on va découvrir que la grosse menace qui nous guette, c'est les Reapers. Les Reapers, les faucheurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On va découvrir que ce sont des robots, des méga-robots, des super-robots, on ne sait pas trop, qui viennent à tous les 50 000 ans dans la galaxie pour détruire toute trace de vie organique. Et donc là, on ne serait pas loin du cycle de 50 000 ans qui s'achèverait. C'est ce qui serait arrivé aux fameux Protheans. Fait que là, on va se déplacer comme ça, d'un indice à l'autre, d'un combat à l'autre. On va découvrir un petit peu plus d'éléments, puis on va continuer à remonter, mener l'enquête et remonter les traces de Saren pour essayer de le retrouver, parce que Saren aurait trouvé des informations pour acquérir un artefact extrêmement puissant qui daterait des Protheans, puis il voudrait le prendre pour lui, semble-t-il, pour ses plans secrets qu'on ne connaît pas trop. Fait qu'on va courir après lui, puis en faisant ça, on va rencontrer différents personnages qui vont se greffer à notre équipe pour toutes sortes de raisons. En se promenant d'une planète à l'autre et tout, on va progresser dans l'histoire. Et le premier jeu Mass Effect, je ne donnerai pas toute la trame narrative de tous les 3 jeux, mais le premier jeu Mass Effect va se résoudre au moment où on va découvrir que finalement, Saren, qui pilotait un vaisseau d'origine inconnue, peut-être qui date des Protheans, on ne sait pas trop, puis que ce vaisseau-là avait le pouvoir de manipuler les esprits, puis corrompre les gens, puis les endoctriner, bien, on va se rendre compte que Saren lui-même est endoctriné par le vaisseau, parce que le vaisseau est sentient, il est doté de la capacité, la conscience, et tout ça, et le vaisseau est sentient, puis qu'en fait, son vaisseau, c'est un Reaper. Fait que c'est comme tant. Les Reapers ne sont pas des humanoïdes, ne sont pas des créatures, c'est des êtres synthétiques, des machines qui ont la taille d'un vaisseau spatial. Fait que là, lui, Saren est endoctriné par le Reaper qu'il pense être son vaisseau, mais qui, dans le fond, est en train de le commander puis de le plier à sa volonté et tout ça. Fait que là, on va finir par affronter tout ça, puis il y a une certaine finale où est-ce qu'évidemment, la galaxie n'est pas détruite à la fin du jeu, sinon il n'y aurait pas un 2 puis un 3. Donc, vous vous doutez bien que d'une façon ou d'une autre, on va réussir à passer à travers. Et on tombe dans Mass Effect 2.
dans Mass Effect 2, il va y avoir un événement super important au début du jeu que je ne révèle pas. Puis là, on va finir par rencontrer d'autres factions, d'autres groupes, d'autres personnages. Dans Mass Effect 2, on en apprend un petit peu plus sur l'origine des Protheans, puis d'où viennent les Reapers. Puis on a peut-être un moyen de mener l'enquête plus loin, puis de découvrir quelles sont leurs origines, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais pour ce faire, il va falloir travailler avec un homme mystérieux, le Elusive Man en anglais, qui est un humain un peu weird, très riche, très puissant, tech bro, là, on dirait ça aujourd'hui avec nos comparatifs à nous. Et lui, il dirige une organisation qui s'appelle Cerberus. Donc, comme le Cerbère, le chien qui est le gardien des enfers, c'est une organisation qui est là pour veiller aux intérêts des humains. Donc, grosse méfiance contre le Conseil galactique, contre les autres races extraterrestres et tout ça. On a comme pas le choix de collaborer avec eux d'une façon ou d'une autre, et on va découvrir différents personnages là, qui vont se positionner par rapport à ça. Et on sait bien que Cerberus a des intérêts de suprématie humaine sur la galaxie, sur les autres peuples. On peut partager ou pas ces ambitions-là, dépendamment des choix qu'on fait dans le jeu puis de la personnalité qu'on exprime à travers Shepard qu'on incarne. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, l'enquête révèle des choses, on en apprend plus sur l'origine et tout ça. Puis on finit par apprendre que finalement, les Reapers ont déjà exterminé beaucoup d'autres espèces organiques avant dans des cycles. Et à la fin, on part faire une mission suicide pour aller détruire la base principale des Reapers, leur centre de contrôle et tout ça. On se dit, on ne reviendra pas de cette mission-là, guys, on y va, puis c'est all-in. Il faut qu'on le fasse pour le bien de la galaxie. Fait que là, indépendamment des choix qu'on fait, ça c'est vraiment intéressant, puis ça illustre bien la portée des choix qu'on fait dans Mass Effect. On a des membres de notre équipage qui peuvent mourir lors de la mission finale ou qui peuvent survivre, dépendamment si on a cultivé les relations avec eux, si on les a aidés à régler des problèmes de leur passé, puis qu'on a gagné leur loyauté, ils vont mieux réagir lors de certains événements. Puis bon, il y a un ensemble de choses comme ça qu'il faut faire pour réussir à préparer le terrain pour revenir vivant, ou en tout cas pas trop mort, ou à majorité vivant de cette mission-là. Ça va nous mener à Mass Effect 3, donc le jeu commence, puis dépendamment des choix que tu as fait dans les jeux d'avant, il y a des gens qui sont plus là, il y a des gens qui sont morts, qui sont remplacés par d'autres. Alors, c'est quand même assez costaud là, de prévoir les conséquences d'un jeu à l'autre comme ça. Là. C'est vraiment pas mineur. Là. Et dans Mass Effect 3, là, c'est la bataille finale. Finalement, on découvre les causes sous-jacentes de tout ça et on se rend jusqu'à la fin en faisant des choix qui vont nous permettre d'avoir une de 3 finales qui ont beaucoup été impopulaires auprès des fans, qui ont été extrêmement remises en question parce que ça semblait être des petites variations locales, puis c'est à toi d'imaginer les conséquences concrètes que ça va représenter selon les choix que tu as fait tout au long du jeu. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient des attentes, là, qui disaient, moi, ça fait 3 jeux que je fais des choix et tout, je vais avoir une résolution qui me présente vraiment plein de choses. Alors bon, effectivement, ils auraient peut-être dû travailler un petit peu plus leur finale là, que de laisser beaucoup d'affaires ouvertes à l'interprétation plutôt qu'à l'implémentation directe. Donc voilà pour la trame narrative. Alors on rencontre différents personnages et différentes espèces extraterrestres à travers nos aventures dans Mass Effect. Donc quelques-uns des personnages vraiment attachants qu'on va rencontrer. J'ai déjà parlé un petit peu de notre allié Krogan, qui est batracien, donc assez différent. Dépendamment de ce qu'on fait dans Mass Effect 2, on peut recruter avec nous un Geth. Alors, les Geth, puis là, vous allez voir un peu comment c'est intéressant. Les Geth, ce sont des robots qui sont organisés collectivement comme intelligence artificielle, sont méchants, mais il y en a un qui est un peu sorti de l'esprit unique du AI, puis on a la chance de l'avoir avec nous, ou pas, évidemment. Fait que s'il vient avec nous, on a des conversations avec lui, puis il nous explique comment les robots fonctionnent. C'est quoi leur mode de pensée, comment ils produisent la connaissance. On partage toutes les mêmes informations. OK, donc vous savez toutes les mêmes choses? Pas nécessairement, parce qu'on a chacun un regard différent, parce que la multiplicité des regards sur des données nous permet de générer de nouvelles données, de nouvelles hypothèses. Et donc, il faut qu'on construise un consensus à travers nos différents esprits qui ont chacun des variables prises en compte à partir de nos perceptions individuelles. Fait que là, tu sais, il t'explique le mode de pensée des machines. C'est évidemment, c'est la fiction, on s'entend. Mais il y a quand même une réflexion assez poussée, puis là, tu as des conversations avec lui, puis là, tu essaies d'en apprendre plus, puis là, il t'explique des affaires, puis là. Fait que moi, j'ai trouvé ça fascinant. Je l'avais dans mon équipe, Legion, qui s'appelle, qui est là dans Mass Effect 2. Mais on peut très bien ne jamais recruter Legion parce que une de nos recrues dans notre équipage, elle s'appelle Tali. Elle fait partie d'une race qui s'appelle les Quarians. Les Quarians, ce sont des humanoïdes. Ils sont tous dans des combinaisons hermétiques scellées.
Et on nous explique que les Quarians ont perdu leur planète natale. Ce sont un peuple nomade qui se promène dans l'espace et dans la galaxie parce qu'ils n'ont plus de planète pour vivre. Parce qu'ils ont été éradiqués par les Geth, qui étaient les robots. Donc, qu'ils avaient mis sur pied. Ils ont développé tous les robots, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça pour profiter de leur travail, puis avoir la maîtrise sur l'environnement. Et leurs robots sont devenus conscients et se sont rebellés contre eux jusqu'à détruire leur planète. Donc là, les Quarians errent comme des nomades de l'espace, sans domicile fixe, à chercher comment ils vont survivre. Ils ont un système biologique très, très fragile, difficilement adaptable, parce qu'ils vivent dans des vaisseaux depuis des générations. Donc, ils ne sont jamais exposés à aucun pathogène et tout ça. Donc, ils n'ont aucun système immunitaire. Fait que c'est pour ça qu'ils vivent dans des combinaisons fermées complètement. Donc, c'est sûr que quand Tali est dans ton équipe puis que tu rencontres un robot qui dit « Moi, je fais pas partie du hive mind puis j'ai réussi à avoir une certaine individualité puis je veux me joindre à toi parce que je pourrais être utile », elle dit « Pas question ». Elle dit dans d'autres termes que ça, mais c'est ça que ça veut dire. « Pas question ». Donc, toi, tu vas-tu dire « Oui, tu viens à bord » ou elle sera pas contente ou tu vas dire « Non, non, écoute, il n'est pas question qu'on prenne un get avec nous ». Donc, c'est l'un des nombreux choix qu'on fait qui a un impact vraiment déterminant quand même. T'sais. Surtout si on a commencé à se lier romantiquement à Tali. Parce que oui, on développe des relations amoureuses avec les membres de notre équipage. C'est une constante des jeux de BioWare. Dans Knights of the Old Republic, c'était le cas aussi. Donc, il y a toutes sortes de romances qu'on peut développer avec différents personnages. Dans Mass Effect 1, vous pouvez développer une romance avec Ashley. Comme je le disais, la question de la religion était un peu turn-off pour moi, fait que c'est pas arrivé. On peut romancer Liara, qui est, elle, une Asari, un peu comme la matriarche dont je parlais lors de la première heure à la description à la première personne. Les Asari sont une espèce, comment je dirais ça, extraterrestre, mais conventionnellement attractive pour des humains. Je pense que c'est une façon de le dire. Là. C'est comme, oui, c'est des extraterrestres, mais dans le fond, tu sais, elles ont la peau bleue, puis pas des tentacules, mais des queues sur la tête, un peu comme les Twi'lek dans Star Wars, pour les connaisseurs, les connaisseuses. Enfin, bref, ça a quand même l'air d'une femme, là, tu sais, avec des seins et tout. Là. Fait que c'est pas trop difficile de romancer ça. Mais il y a des options aussi. Parmi les personnages masculins, notamment, il y a Garrus, qui est notre allié Turian, donc qui ressemble un peu à un prédateur. Ben, je dirais moins dégueu quand même que les prédateurs, mais quand même, tu sais, penser à embrasser ça avec la bouche, avec les 4 volets, c'est un peu weird. Tu sais, les SRE, c'est comme plus facile. Là. Fait qu'on voit très bien que les choix sont aussi faits pour l'esthétique de rejoindre notre public cible en même temps. Mais donc, évidemment, quand on commence à avoir des relations intimes, puis il y a différents autres personnages, des biotiques, donc des personnages qui ont des pouvoirs magiques, là, de manipuler la matière à partir des implants qu'ils ont. On a des personnages qui sont plus des soldats. Et tous ces gens-là vont participer à notre équipage. On a des relations avec eux individuellement en tant que leur commandant, mais aussi on peut avoir des relations intimes. Et cette question des relations intimes avait même amené un pseudo-tollé aux États-Unis. Il y avait une commentatrice qui avait été invitée à Fox News pour faire un panel là-dessus. Puis là, en bas de l'écran, vous aviez le nom Sexbox avec un point d'interrogation. Hey, le Xbox du sexe, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y avait un journaliste de jeux vidéo qui était là, puis il y avait une psychologue qui avait été, ou une spécialiste des relations humaines. Je me souviens pas exactement c'était quoi son titre, mais tu sais, elle, c'était pas une gamer. Puis on lui avait donné un brefage en disant « Hey, il y a un jeu dans lequel tu peux avoir du sexe avec des aliens. » Puis là, elle s'était présentée là en disant « Ah, tu sais, c'est un jeu avec de full frontal nudity, de la nudité frontale complète et tout ça. » Puis là, elle parlait de ça, puis tout ça. Puis le journaliste, c'est comme « Attends, mais t'as-tu joué à ce jeu-là? » Elle disait « Non, mais on m'a dit. » Puis là, il dit, non, mais attends, tu sais, c'est pas, t'allumes la Xbox, puis là, tu choisis d'avoir du sexe, puis là, t'as de la porno, là. C'est pas ça pantoute. Tu sais, tu tombes en amour dans ce jeu-là, tu développes ta relation. Entre vous et moi, chères auditrices, chers auditeurs, il faut que tu travailles vachement longtemps pour avoir une scène qui serait 13 ans et plus à peine. Sinon, grand public, général, au cinéma ou à la télé. On s'entend que si tu veux voir du sexe, là, c'est vraiment pas la bonne façon de le faire. Mais, puis d'ailleurs, l'intervenante, le lendemain, avait commencé à être victime des groupes de gamers. Ça, c'est le côté négatif un peu, puis qui nous laissait entrevoir déjà les dérives du monde du gaming. Il y avait toutes sortes de gamers qui s'étaient mis en groupe pour aller review bomber son livre sur Amazon pour que les critiques soient à 1 étoile, tu sais, puis tout ça. Fait que là, elle, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard ou la semaine d'après, je me souviens pas, dans une entrevue, un moment donné, dans un journal, je pense, elle disait, écoutez, on m'avait présenté ça, puis c'est vraiment pas accurate.
C'est vraiment pas correct comment on m'avait présenté ça, parce qu'après ça, on m'a montré la scène en question, je l'avais même pas vue, tu sais. Ça, c'est le genre de situation où tu te fais appeler à 8 heures par un média qui dit « Peux-tu être en studio à 10 heures parce qu'on fait un topic là-dessus, puis là, tu te fais nourrir, puis tu y vas. » Tu sais, normalement, il ne faut pas accepter, là, justement. C'est peut-être ça la leçon à retirer, mais en tout cas, elle dit « J'ai vu ça, puis j'ai dit « Attends, c'est des images super banales, là. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Voyons donc, c'est pas ça, tu sais. » Fait qu'elle-même était comme « Oh, on m'a trompé. » Bref, oui, il y a des relations qui vont jusqu'au sexe. Il y en a assez peu, là, évidemment, mais c'est beaucoup plus dans la suggestion, je dirais, que dans l'incarnation et certainement pas de la nudité frontale complète, là. Mais il y a ça dans Mass Effect, puis les joueurs et les joueuses trouvent ça super important, les options de romance qui sont là. Et une bonne partie de ça, c'est aussi la crédibilité qui vient de nos personnages qui, oui, viennent d'une race extraterrestre, donc il y a toutes ces questions-là, tu sais, c'est comme, ouais, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, OK, dans des situations comme ça, qu'est-ce que vous faites? Donc, on s'intéresse à toutes sortes de façons différentes de vivre puis de voir la vie aussi. Des philosophies différentes, des expériences de vie différentes et tout ça. Vraiment, les personnages de Mass Effect là, sont très bien détaillés, puis il y en a plusieurs avec qui on développe et on cultive de belles relations humaines. Alors, c'est peut-être un aspect qui est très, très canadien dans ces jeux-là aussi. C'est cette idée que par-delà les différences culturelles, il y a toujours de la place pour faire des ponts, s'intéresser, accueillir l'autre et s'ouvrir dans cet esprit du multiculturalisme à la canadienne. Pour terminer notre discussion sur Mass Effect, il y a quelques points que je souhaiterais aborder. Le premier, c'est peut-être de parler du positionnement particulier du jeu. Quand on réfléchit à l'héritage de Mass Effect, qu'est-ce qui reste dans le monde du jeu vidéo grâce à ce jeu-là? Bien, je pense que c'est un essai, c'est une expérimentation qui est vraiment intéressante dans le positionnement par rapport aux personnages. Dans la majorité des jeux, vous avez des jeux à personnages imposés avec un scénario fixé d'avance. Par exemple, Uncharted, tu joues Nathan Drake, il fait ses trucs, that's it. Tu n'as pas à intervenir dans le scénario. Tu as des jeux avec un personnage externe prédéterminé qui agit, mais on peut prendre des décisions quand on est dans différents moments du scénario. On a des choix de réplique, de dialogue, des choses comme ça. Alors, les choix sont contraints par la personnalité de notre personnage qui nous est imposé. On peut l'exprimer un peu différemment en faisant des choix, mais ça reste cosmétique, ça reste en surface. Et on a des jeux comme Baldur's Gate 3, par exemple, où on crée notre personnage. Donc, on choisit sa race, sa classe, tout ça, puis on peut même finalement décider comment il va répondre, s'il est gentil, s'il est méchant, et tout ça. Mass Effect est un peu une posture intermédiaire parce que Shepard a une personnalité qui est relativement imposée. J'ai des variations de couleur de cheveux, de traits faciaux et tout ça, mais il y a une seule voix qui est performée, qui est préenregistrée. Et j'ai des choix pour l'orienter dans des conversations et des dialogues, mais c'est pas un jeu où je suis à la première personne. Je ne suis pas Shepard. Shepard est quelqu'un d'autre. Et moi, comme joueur, je le dirige et je l'oriente, mais c'est lui qui s'exprime. Ça, c'est particulier comme positionnement parce que souvent, on a l'impression quand on est dans des choix de dialogue que c'est moi qui décide ce que je dis. Dans Mass Effect, les dialogues fonctionnent selon une roue. La roue de dialogue, le Dialogue Wheel, c'est un des apports du jeu. Plutôt que d'avoir le texte complet de chaque réplique qui est décliné devant moi, puis là, je lis la réplique qui dit genre « Il n'est pas question que je fasse confiance à un Turian, prépare-toi à déguerpir ». Ou la réplique qui dit « Je n'aime pas les Turians, mais je vais accepter de travailler avec vous. Où est-ce que vous pouvez m'amener pour que je parle à quelqu'un d'autre? » Ou la troisième option qui dit « Un Turian, je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas comme les autres humains. Pour moi, ce sont des alliés tant qu'on partage le même objectif. » Puis là, j'évalue mes trois répliques puis je me dis « Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ça. » Dans Mass Effect, vous allez avoir une roue de dialogue dans le coin en bas de l'écran, puis vous allez avoir à peu près, peut-être au maximum 12 mots, 13 mots, 14 mots maximum. C'est pas la réplique entière que j'ai, c'est un aperçu de la réplique ou de l'intention que Shepard a derrière la réplique. Donc, je pourrais avoir la roue de dialogue qui dirait « Turian, pas question ». Deuxième option, ça pourrait être je ne suis pas comme les humains, collaborons. Puis la troisième, ça pourrait être... Enfin, j'ai renversé un peu l'ordre, mais bon. Donc, j'ai un aperçu général de ce que va être la réplique ou l'intention ou l'état d'esprit de Shepard. Je choisis ce qui fait mon affaire. Puis après ça, Shepard, lui, il livre une réplique complète à partir de ça.
Donc, ce positionnement-là à travers la roue de dialogue, il est intéressant parce que ça te montre que, écoute, toi, tu guides Shepard, mais Shepard a sa personnalité. Fait que, tu sais, des fois, elle va faire des choses, Shepard, que moi, j'aurais pas faites. Puis, ça, tu le vis rapidement. Dès la première mission du premier jeu, on est sur une planète qui est attaquée. On rentre dans un petit bunker. Il y a 2 scientifiques qui sont là. On parle à la dame. Elle dit, ouais, c'est difficile. Écoutez, il faut qu'on réussisse à se sauver. Puis là, son collègue dit comme, oh non, vous comprenez pas. On est revenu à l'époque. Puis là, elle dit, on peut lui dire qu'est-ce qui arrive à votre collègue, là, tu sais. Puis elle dit, c'est difficile pour lui, il est un peu sensible, puis je pense qu'il a un peu perdu la carte, tu sais, mais elle veut pas nous dire, là, parce que bon. Puis là, on a des options de dialogue, puis il y a 3 options qui sont données, c'est genre take him away, quelque chose, c'est genre hide in here, I'll be back. Puis la 3e, c'est genre I can shut him up, avec un point d'exclamation. Je peux lui faire se fermer la trappe, tu sais. Fait que là, moi, j'avais choisi ça la première fois, puis je m'attendais à ce que mon soldat militaire un peu badass dise genre « Hey, écoute bien, mon homme, toi, là, tu restes tranquille ici. Nous, on est les guerriers, on va aller mettre notre vie en péril. Reste tranquille, couche-toi. » Ou quelque chose de même. Ben non. Shepard, qu'est-ce qu'il fait? Il dit genre « Time to say goodbye. » Il s'avance vers lui. Bang! Il le slam avec un coup de poing qui le rend inconscient. Puis là, sa collègue qui est là, elle dit « Oh my God, what have you done? » Puis moi-même, j'étais face à mon écran de télé, puis j'étais comme, non, je savais pas, madame, j'ai pas décidé ça. Moi aussi, je suis surpris. Je suis tout aussi surpris que vous. Donc, il y a ces moments-là, puis notamment, si vous vous faites interviewer par une journaliste sur la Citadelle, puis qu'elle pose des questions un peu insidieuses pour essayer de vous piéger, faites bien attention à ce que vous allez choisir comme option de réponse, parce que ça pourrait vous surprendre et dépasser l'intention que vous, comme joueur, comme joueuse, vous aviez, quand Shepard, à l'écran, va décider de prendre des choses en main à sa manière. Donc, le positionnement du personnage, assez intéressant. On est en fait, narrativement, on est positionné par rapport au personnage exactement comme la caméra est positionnée dans l'environnement par rapport à Shepard. On n'est pas à la première personne, on n'est pas externe à la 3e personne, on bouge le bonhomme puis on est très loin. Non, on a une caméra très près, mais quand même pas exactement dans la vision de Shepard. Donc ça, c'est un aspect de Mass Effect qui est intéressant. Sinon, il faut que je vous serve un avertissement. Si vous jouez à Mass Effect 1 en premier pour commencer la trilogie, sachez que l'interface est vraiment problématique. Il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes d'irritants dans le premier jeu qui ne reviennent pas dans le deuxième parce qu'ils ont corrigé des choses. Dans le premier jeu, on gagne des niveaux à tout bout de champ, on met des points de compétences dans un arbre de compétences. Enfin, c'est plus comme 10 lignes de compétences où est-ce qu'il faut mettre un point pour augmenter un petit peu, mais ça finit plus. C'est du tatillonnage, là. Vous avez genre amélioration de ta compétence avec les shotguns. Puis là, tu as comme 4% de dégâts de plus. Puis là, tu mets un point de plus parce que tu as monté de niveau. Ah ben là, tu es rendu à 5% de shotgun. Puis la prochaine fois, ça va être 6% de shotgun. Tu es tout le temps en train d'aller dans le menu pour rien. Tu trouves plein d'objets nowhere. Tu les transformes en gel. Tu as toujours des menus avec peu d'options. En tout cas, bref, c'est toujours un peu mal fait. Donc, il faut être tolérant, puis il faut être au courant que Mass Effect 1, l'interface est pas géniale. Il y a des mécaniques de jeu qui sont mal exploitées un peu, mais ça reste une aventure qui a du souffle. Et en termes narratifs, wow! Quelle aventure, quelle palette d'émotions et de contenu et de personnages mémorables nous sont servis dans cet univers-là. Ça vaut définitivement la peine de s'y intéresser. Voilà, c'est tout pour la Grande Ludothèque de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On va terminer en musique avec la chanson Poussière d'étoiles par le groupe Capable. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous dans un autre univers vidéoludique. Restez à l'antenne, le palmarès de CISM va suivre.